Je ne donnerai pas de conseils, je peux simplement livrer l'expérience qui est la mienne, ayant dirigé pendant plusieurs années l'État français. La première condition pour limiter la progression, voire même faire reculer l'extrême droite, c'est que les gouvernements, notamment sociaux-démocrates, socialistes, fassent travailler les services publics de la meilleure des façons pour la population. Et ça commence par l'école. S'il y a un système scolaire qui donne confiance à la population, notamment la plus fragile, quant à l'avenir possible pour leurs enfants, c'est une garantie qu'ils continueront d'adhérer aux valeurs que nous partageons. La deuxième expérience qui est la mienne, c'est que nous devons nous adresser à toute la population. Pas simplement celle des villes, celle des agglomérations, celle où les idées modernes sont particulièrement bien représentées, où les réformes de société sont bien comprises. Il faut s'adresser aussi à la partie de la population, notamment celle qui vit dans le secteur rural et qui est loin des métropoles, loin des réformes de société que nous pouvons proposer. Donc il faut les accrocher et faire en sorte que cette population qui vit dans l'espace rural, dans les petites villes, puisse être pleinement intégrée aux grands sujets, aux grands enjeux d'un gouvernement. Et la troisième recommandation, c'est qu'il faut être crédible sur l'immigration. C'est sur l'immigration que les partis populistes font leur propagande. C'est en laissant penser qu'il y a des facilités pour les étrangers, que tout le monde peut rentrer sur le territoire, ce qui n'est pas vrai. Mais il faut montrer qu'il y a des règles et qu'elles sont appliquées en matière d'immigration. Alors nous sommes dans un contexte international où les populistes devraient être mis sur la défensive. Parce que ce sont souvent les dirigeants d'extrême droite qui ont soutenu Vladimir Poutine, qui ont été complaisants à l'égard de ses manières de faire et qui, même pour certains, ont été financés par Vladimir Poutine ou le régime russe. Deuxièmement, les populistes sont dans une très grande difficulté par rapport aux questions climatiques. Ils ont longtemps nié l'existence du réchauffement et donc sont finalement assez décalés par rapport aux préoccupations aujourd'hui de la population qui est parfaitement informée du danger que représente le réchauffement climatique. Troisièmement, si on veut lutter contre le populisme, il faut qu'il y ait des grands partis. Si on ne fait plus le travail militant, le travail idéologique, le travail auprès de la population, si les grands partis se dispersent, se désunissent, alors pour les populistes, c'est un avantage considérable. Enfin, il faut arriver à démontrer que les solutions social-démocrates, dans cette période-là, sont les meilleures, puisque c'est nous qui pouvons arriver à la fois à atteindre des objectifs climatiques, à lutter contre les inégalités, à répartir différemment les richesses, tout en assurant un certain ordre social. Et donc, je pense que la partie est loin d'être perdue. C'est une partie difficile, mais c'est ce qui fait l'honneur des sociaux-démocrates, c'est non pas de dénoncer l'extrême droite, c'est de montrer que nous avons les meilleures réponses pour la population. L'Union européenne, elle a des règles pour le marché unique, elle a des règles pour la zone euro, elle a des règles pour la vie en commun avec des traités qui s'imposent sur les lois de chacun des pays. Et elle doit avoir les mêmes exigences lorsque des valeurs démocratiques ne sont pas respectées, lorsque des États se désengagent de leurs obligations. Prenons des exemples. Lorsqu'il s'agit de répartir les demandeurs d'asile, comment peut-on accepter que des pays, la Pologne, la Hongrie, mais pas seulement, la République tchèque ou la Slovaquie refusent d'accueillir des demandeurs d'asile? Quand des pays s'écartent de toutes les règles et tous les principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs, mettent en cause le pluralisme de la presse, font pression sur la justice, il doit y avoir des réponses qui ne sont pas simplement des réponses morales, il doit y avoir des sanctions. Quand un pays ne respecte pas les disciplines budgétaires, il est appelé à répondre et à faire des modifications dans son budget. Et comment on peut laisser des pays qui violent, froissent, brutalisent l'état de droit sans sanction?
Et quelles sont les sanctions? Ça peut être des sanctions financières, ça peut être la perte des fonds structurels, ça peut être de plus accepter un certain nombre de produits sur le marché, ça peut être aussi de mettre en une procédure pour écarter un pays de l'Union européenne. Ça peut paraître une réponse extrêmement exagérée ou outrancière. C'est pas la faute de la population hongroise ou de la population polonaise s'il y a des mises en cause de l'état de droit. Mais quand un pays ne respecte plus la règle européenne, eh bien ce pays ne doit plus rester en Europe. Et si on est trop faible, si on commence à concéder, eh bien je le vois en France. En France maintenant, et pas simplement le parti d'extrême droite, les partis de droite disent qu'ils ne vont plus respecter les traités, qu'ils vont faire prévaloir le droit national contre le droit européen, qu'on va rétablir des frontières intérieures à l'Union européenne. Donc il faut réagir parce que l'inaction, et la Commission européenne est trop timide, l'inaction fait le jeu des gouvernements populistes. Il y a des menaces qui pèsent sur notre propre sécurité en Europe. La guerre en Ukraine en est une des illustrations, les déstabilisations qui ont été provoquées, voulues par les régimes autoritaires. Tout ça fait que nous avons le devoir de nous défendre, l'obligation de constituer en Europe une autonomie de défense capable d'assurer notre protection, notre sécurité par rapport à toutes ces menaces, menaces directes ou menaces sournoises, donc indirectes. Est-ce qu'il faut le faire loin des États-Unis? Si la France prend cette position, elle se privera d'alliés pour faire cette Europe de la défense. Nous avons besoin de rester dans l'Alliance Atlantique, nous avons besoin d'être en pleine cohésion avec les Américains, au moins jusqu'à la présidence Biden, nous verrons bien après, mais au moins jusqu'à la présidence Biden pour démontrer qu'on peut défendre l'Europe sans s'éloigner des États-Unis. D'abord, il faut être lucide. Il y a une alliance des régimes autoritaires de la Russie, de la Chine, avec des partenaires comme l'Iran, la Corée du Nord, qui ne sont pas pour nous des pays exemplaires à bien des égards. Donc ça, cette alliance-là, elle existe. Et donc, ces régimes autoritaires veulent déstabiliser les démocraties ou démontrer qu'ils ont plus d'atouts, plus de performances que les régimes démocratiques. Mais si nous coupons le monde en deux, comme il l'a été au temps de la guerre froide, nous laissons une grande partie de l'humanité finalement être dans l'hésitation de savoir si ils doivent suivre ces pays-là, l'Union européenne, les États-Unis, les démocraties, ou au contraire rester en lien avec la Russie et la Chine. Je pense donc à tous ces pays du Sud, notamment l'Inde, l'Amérique latine, le Brésil notamment, l'Afrique du Sud et plus largement l'ensemble du continent africain. Il faut donc montrer que le multilatéralisme, nous le portons pour la question planétaire, pour la réduction des inégalités, pour le soutien aux populations les plus fragiles, pour la gestion des biens communs. Plus nous défendrons, nous, les démocraties, ces sujets-là, plus nous serons en phase avec les pays du Sud et plus nous pourrons les attacher non pas à nos valeurs ou à nos principes. Il ne s'agit pas de prendre une volonté de domination ou d'hégémonie, tout simplement pour leur montrer que nous agissons pour le bien commun et pour l'humanité tout entière. Je n'aurais pas fait la réforme des retraites maintenant, et si je l'avais faite, je l'aurais faite en discussion, en négociation avec les syndicats, ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Donc c'est la double erreur qui a été commise par Emmanuel Macron, alors qu'il a entamé un nouveau mandat et qu'il pouvait donner une perspective et qui devait être tout entière concentrée ou consacrée à la question climatique. Il a divisé le pays avec la réforme des retraites et en plus, il a laissé un mouvement social qui était pourtant conduit par les syndicats les plus réformistes, notamment la CFDT en France, eh bien, il les a conduits à être dans une position de contestation, d'hostilité, et en plus, la loi a été adoptée dans des conditions
qui ont privé le Parlement d'une partie de son expression, même si ça a été dans le respect de la Constitution. Donc voilà pourquoi il peut y avoir une nécessité de réformer les retraites, mais pour l'avenir, puisque nous devons regarder les années qui viendront, il y aura sûrement d'autres réformes à faire, mais il ne faudra pas faire comme il a été fait avec celle-là. Si la France et l'Allemagne doivent être à chaque fois en compromis et donc en accord, c'est pas simplement parce que nous avons des relations bilatérales qui ont été marquées autrefois dans l'histoire par des guerres, ou depuis heureusement plus de 60 ans par la paix et par la construction européenne. Non, si nous sommes ensemble, c'est pour faire avancer toute l'Europe. C'est pourquoi nous avons une obligation, une responsabilité particulière, nous Allemands, nous Français, pour avancer avec les mêmes objectifs et autant que possible les mêmes méthodes. C'est vrai qu'il y a des différences. Nous n'avons pas la même organisation pour notre défense. La France a la force de dissuasion, la France a un budget militaire qui est important, l'Allemagne longtemps a négligé le renouvellement de sa défense, peut-être aussi pour ne pas inquiéter ses voisins, mais l'Allemagne ne voulait pas avoir quelques responsabilités en matière de nucléaire militaire. Donc il y a des efforts à faire pour rapprocher les points de vue et pour bâtir une véritable industrie européenne de défense. C'est ça l'enjeu que nous devons avoir et poursuivre. Et puis l'autre sujet, c'est l'énergie. L'Allemagne a longtemps dépendu du gaz, dépend encore du charbon, et la France dépend du nucléaire. Nous n'arriverons pas à obliger les Allemands à réouvrir des centrales nucléaires et l'Allemagne ne nous obligera pas à acheter du gaz ou à ouvrir des mines de charbon. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que, avec notre mix énergétique qui n'est pas le même en Allemagne et en France, nous pouvons atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2. Eh bien oui, on peut le faire. Et donc c'est pour ça que le couple franco-allemand doit être de nouveau en dynamique pour entraîner le reste de l'Europe. On a besoin de l'amitié franco-allemande, pas simplement pour nos opinions publiques, mais pour l'Europe tout entière. Oui, il ne faut ni s'inquiéter ni se réjouir. Ce qu'il faut, c'est demander que ça prenne le moins de temps possible. Parce qu'on sait qu'à la fin, on sera d'accord. J'ai tout à fait confiance. Mais dans combien de temps sera-t-on d'accord? Or, il n'y a pas de temps à perdre, ni sur l'énergie, ni sur la défense.